Bonjour à tous. Dans le Book Club du jour, nous vivrons avec vous l'annonce du prix Nobel de littérature 2022 en direct. Ce sera autour de 13h. Vos pronostics dès maintenant, #Book Club Culture. Invité de cette émission ce jeudi, le nouveau directeur du Festival d'Avignon, le metteur en scène et dramaturge Thiago Rodrigues, présent à Paris en ce moment avec 3 pièces. Dans la mesure de l'impossible, pour quelques jours encore au théâtre de l'Odéon, à Berthier, Le cœur des amants et Katharina et la beauté de tuer des fascistes, à voir à partir de vendredi jusqu'au 30 octobre au Bouffes du Nord, avant Arles, Marseille, Amiens ou encore Reims. Thiago Rodrigues qui sera rejoint à partir de 12h50 pour notre Book Club du jour par son éditeur François Béreur. Éditer du théâtre, pourquoi et comment? Une émission préparée par Joseph Julien, programmée par Henri Leblanc et Oriane Delacroix, coordonnée par Laura Dutèche-Pérez avec Thomas Beau à la réalisation. La radio, Thiago, comme le théâtre, c'est une affaire de collectif. Bonjour Thiago Rodrigues. Bonjour. Bonjour. Alors je viens d'annoncer 3 pièces en ce moment à voir à Paris. J'ai à mes côtés ces pièces qui sont éditées chez votre maison d'édition française, Les Solitaires Intempestifs, et on en parlera avec votre éditeur tout à l'heure. Il y en a 9 là, sur cette table, autour de nous. Vous êtes un dramaturge et un metteur en scène, comment vous diriez, boulimique, fou de théâtre, gourmand, vous vous arrêtez jamais? Moi, je suis passionné du travail. Il y a une phrase de Noel Coward, dramaturge anglais, que je trouve très belle et qui exprime peut-être ce que les gens appellent parfois une activité boulimique. C'est qu'il disait « Work is more fun than fun ». Le travail est plus joyeux que la joie. C'est vrai ça? Ou donne plus de plaisir que le plaisir. Dans le cas de cette minorité dont j'ai le privilège de faire partie, qui est la minorité d'êtres humains qui font un travail qui leur passionne. Je pense que voilà, me délivrer au travail, c'est quelque chose qui me donne énormément de plaisir. Et cette chance, je la prends aussi comme une responsabilité quand je regarde tellement de monde autour de moi, autour de nous dans la société, qui n'ont pas ni la chance, ni les circonstances, ni le privilège, parce que c'est un privilège de faire un métier qui les passionne. Moi, j'ai cette chance et alors je réponds à ce privilège avec du travail. C'était pas totalement gagné. La légende dit, votre légende, Thiago Rodrigues, qu'au Conservatoire de Lisbonne, vos professeurs ont plutôt essayé de vous dissuader de continuer dans cette voie-là. Je ne sais pas si c'est vrai, si la légende est juste, c'est peut-être... C'est absolument vrai. Ouais. À la fin de la première année du Conservatoire de théâtre, il y a eu un rendez-vous auquel j'ai été convoqué par une bonne partie de mes professeurs qui m'ont conseillé en me disant tu vas passer à la 2e année, mais nous, on te conseille de quitter le théâtre, c'est pas pour toi le théâtre. Là, je me suis conseillé avec un acteur quelques années plus âgé que moi, un jeune acteur, mais qui travaillait déjà, un bon ami, et je lui ai demandé, ils m'ont dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Parce que, voilà, est-ce que tu penses que je peux devenir... quelqu'un de bien au théâtre, est-ce que je suis bon pour le théâtre? Et lui, il m'a dit quelque chose que je garde encore et auquel je réfléchis encore, la question, c'est pas si tu es bon pour le théâtre, c'est si le théâtre est bon pour toi. Si le théâtre est bon pour toi, continue. Moi, sincèrement, je te dis, je t'aime bien, mais je pense que t'es pas grand-chose et que peut-être tes professeurs, ils ont raison, mais vas-y, fais ce qui te donne du plaisir. Et ça nous amène à cette idée-là peut-être d'une activité boulimique, je profite tandis que le théâtre est bon pour moi. Pour l'instant, il vous fait du bien. Voilà, vos débuts se sont réellement passés avec les Belges du TG Stan. Ils vous ont convaincu de quoi? Qu'il y avait une autre manière de faire du théâtre, justement, qu'en y mettant la joie au cœur de cette activité, vous pouviez penser un théâtre qui n'était pas d'ailleurs fade ou juste divertissant, mais un théâtre politique, que le bonheur était aussi là, dans le sentiment d'être utile avec le théâtre qu'on fait. Avec le rencontre avec les TG Stan qui a commencé avec un atelier à Lisbonne et qui après m'a mené à un début de vie professionnelle au théâtre, j'ai eu l'expérience de ne pas être domestiqué, de ne pas être traité comme un acteur ou un participant qui doit être discipliné pour arriver au rêve de quelqu'un d'autre. Mais avec les TG Stan, j'ai appris que c'est le partage du rêve, c'est le débat plutôt démocratique qui amène à un spectacle, à ce travail dont vous avez dit, comme la radio, qui est un travail surtout collectif. Cette coopération qui amène au moment du spectacle et en toute liberté.
ou en beaucoup de liberté. Et en apprenant ça, j'ai compris que voilà, ce qui était une imperfection, peut-être pour mes professeurs du conservatoire, était un avantage quand j'étais proche des TG Stan. Et j'avais cette sensation, et je l'ai confirmé les décennies d'après. J'avais trouvé ma famille de théâtre, mon tribu de théâtre, et comme les enfants qui s'enfuient de son village avec le cirque qui passe, moi je suis parti avec les TG Stan. Mais à un moment, vous avez recréé votre propre famille à vous, et avec un territoire qui est le vôtre, le Portugal, et vous n'avez cessé de repousser les frontières depuis. Le travail est collectif, mais dans ce collectif, quelle est la place du metteur en scène? Il a quand même une place particulière, singulière. Il a une responsabilité parler là quand il y a du silence, de poser des questions, de demander si le chemin n'est pas par là plutôt que par là. Mais c'est plutôt quelqu'un, à mon avis, je parle juste de mon travail, je trouve légitime plusieurs formes d'opérer, mais dans le théâtre que je suis passionné de faire, qui n'est pas nécessairement seulement le théâtre que je veux voir. Je veux voir des façons de travailler ou le fruit de plusieurs façons de travailler, mais ma façon de travailler comprend la position du metteur en scène comme un hôte, quelqu'un qui a organisé la table, qui a invité les gens à venir chez lui ou chez quelque part d'autre, et qui n'est pas nécessairement le seul qui va cuisiner ce soir. Mais il va proposer, peut-être il doit amener plus d'ingrédients que les autres parce qu'il est chez lui. Et si le soir, s'il y a un silence pendant le dîner, pendant le repas, peut-être il va dire quelque chose, il va avoir quelque chose de préparé pour que la soirée se passe bien. Mais c'est surtout un hôte, quelqu'un qui crée les conditions pour que chaque des participants dans un spectacle, soit un acteur, soit un artiste qui fait l'éclairage, le son, un technicien, trouve les conditions pour exprimer ses besoins, ses urgences, ses désirs artistiques. Et alors l'autre, il est là aussi pour donner la parole. Et moi, je comprends beaucoup mon travail comme quelqu'un qui donne la parole. Et quand j'écris pour un acteur, j'essaie de le donner la parole. Et c'est pour ça que quand j'écris aussi les pièces que je mets en scène, j'essaie d'écrire pour cette personne spécifiquement, pour cet acteur, à partir de nos conversations, et pas de choisir l'acteur pour quelque chose que j'ai écrit déjà avant. Ça, je fais jamais. J'écris pour des personnes précises, et en plus, avec un grand privilège, au-delà de celui d'aimer mon métier, c'est que je peux inviter. Et là, ça veut dire que je peux aimer les gens avec lesquels je travaille. Et alors vos invités sont autant vos comédiens que le public que vous allez aussi accueillir dans votre théâtre. Hier, on voyait, vous m'avez autorisé à assister aux répétitions de Katharina et la beauté de tuer des fascistes, en préparation et à voir à partir de ce soir, non, vendredi, au Bouffe du Nord à Paris. On peut penser que les comédiens sont peut-être dans cette image que vous avez employée, Thiago Rodriguez, la brigade qui s'active en cuisine pour préparer le repas du jour, et c'est un peu ça. Mais vous étiez là, à passer d'une place à l'autre, à tester toutes les places pour voir si le son, l'écoute du spectateur, la lumière aussi sur les comédiens était raccord avec ce que vous vouliez. Hein. Vous étiez vraiment monté sur ressort à essayer de tester chaque endroit. Hein. Oui, je pense qu'au moment où on est dans l'espace, juste avant l'arrivée du public, quelques jours avant l'arrivée du public, c'est le metteur en scène ou le metteur en scène que moi je peux être capable de proposer aux gens avec lesquels je travaille, et quelqu'un qui offre une première imagination de ce qui sera le public. C'est quelqu'un qui est dehors de la scène et qui peut aider les acteurs à avoir une imagination plus précise, plus lucide de ce qui sera la présence du public. Parce que nous travaillons énormément sur cette imagination de la présence du public, du premier moment d'écriture d'une pièce à la dernière répétition. On est toujours en train d'imaginer ceux qui vont nous voir et qui vont partager, avec lesquels on va partager ce moment et qui vont partager cette expérience avec nous. Alors je pense que à la fin, et ayant ce plaisir énorme de travailler pour la première fois au Bouffe du Nord, qui est une salle tellement mythique pour moi, tellement historique, tellement marquant, je voudrais offrir
et c'est pour ça que je bougeais tout le temps. Je voudrais offrir aux acteurs l'imagination la plus précise possible de la présence du public qui va nous visiter à partir de vendredi pendant tout ce mois d'octobre au théâtre. Et en même temps, pas nécessairement pour imposer une vision que moi j'ai, mais surtout pour permettre aux acteurs de savoir ce qu'ils vont regarder de plusieurs endroits, plusieurs personnes, et comment on peut quand même leur proposer ce qu'on souhaite leur proposer de la meilleure façon dans ce théâtre tellement particulier où il y a tellement de points de vue. Ça, Et c'est c'est la une des première fois que beautés. vous appréhendez cet espace-là, celui des Bouffes du Nord. J'étais déjà assis dans plusieurs Travées, places oui. pour plusieurs spectacles, mais c'est vrai que regarder son spectacle dans un nouveau théâtre, c'est toujours retrouver des choses. C'est comme si au cinéma, chaque fois, quelqu'un prenait la caméra différemment. Et alors, cette imagination à chaque endroit de ce qui sera le public m'excite énormément. Vous avez pu le voir, je suis un peu un enfant ou un coach de foot qui bouge un peu, qui parfois motive les acteurs pendant les scènes. Ça les énerve, mais je le fais tout de même. Et voilà, il y a un côté un peu sportif, mais il y a aussi cette envie, surtout au Bouffes du Nord, de garantir que n'importe où est la personne qui va voir le spectacle, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de pensé spécifiquement pour cette personne précise qui est proposée. Alors, dans By Heart résonnaient les mots de Shakespeare. Dans votre autre pièce, Sopro, vous évoquiez la figure du souffleur ou de la souffleuse au théâtre, quand le texte manque à la mémoire du comédien. Est-ce que là, dans ce théâtre si particulier que sont les Bouffes du Nord, vous avez entendu la voix de Peter Brook vous souffler quelques mots de Shakespeare à l'oreille? Ah oui, c'est très émouvant parce que il y a bien sûr la présence de Peter Brook dans les murs, dans l'ocre de ces murs, dans cet espace. C'était son théâtre, hein, Oui, réellement. et on est toujours, c'est comme si on juxtapose n'importe quoi avec toute humilité, je le dis en toute humilité, n'importe quoi qu'on fait, on est en train de la juxtaposer sur un tapis dans des corps de Peter Brook, un mouvement dans des corps de Peter Brook, et bien sûr, même à l'école, mon première image des Bouffes du Nord était la captation précisément de la série Z de Tchekhov, qui était obligatoire au Conservatoire de théâtre à Lisbonne. Alors, quand là, l'école était malheureuse avec moi, une des choses que je devrais apprendre et étudier, c'était cette captation qui m'a énormément inspiré de la série Z mise en scène par Peter Brook au Bouffes du Nord, captation que je rencontre, je retrouve plus de 20 ans plus tard, quand moi, je commence à préparer la série Z que j'ai eu la chance de mettre en scène au Festival d'Avignon en 2021. Et voilà, rentrer dans ce lieu, c'est pour moi aussi presque rentrer dans un lieu mythologique, une des grandes maisons de théâtre du monde. Et la présence de Peter Brook, j'avais un peu peur d'y arriver et de sentir on est là, c'est tellement lourd, c'est tellement quelle responsabilité. Et non, comme toujours chez Peter Brook, que j'ai pas eu la chance de croiser, même si on a présenté son travail à Lisbonne quand j'étais à la tête du Théâtre National de Lisbonne, comme toujours chez Peter Brook, il y a une espèce de sourire, de légèreté, de liberté qu'on ressent dans cet espace. Moi, je ne suis pas ésotérique ou mystique du tout, mais là, je dois dire que hier, je me sentais animé par le fait que j'étais là, chez lui. Là, je n'étais pas le hôte, ça c'est clair, le hôte, c'est encore Peter Brook. Et des fantômes, des beaux fantômes comme ça qu'on aime à entendre croiser. Vous allez probablement en convoquer un certain nombre au Festival d'Avignon, qui a vu passer les plus grands noms du théâtre, metteurs en scène, comédiens, dramaturges. Vous verrez, ils seront tous là pour vous accueillir lors de cette première édition que vous êtes en train de programmer à l'été prochain. Juste au cœur de cette pièce, Katharina et la beauté de tuer des fascistes, à voir donc au Bouffes du Nord à Paris pour l'instant. Pièce qui
a en son cœur peut-être une page, un chapitre crucial de l'histoire du Portugal, celle de la dictature salazariste et de la révolution des œillets qui entraîna la chute du dictateur dans les années 70 au Portugal. C'est une pièce qu'on peut dire portugaise par son sujet, par sa langue aussi, mais c'est une pièce qui fait écho à des discours populistes qu'on trouve en ce moment en France, en Italie, en Suède. Est-ce que vous diriez que c'est aussi une pièce typiquement européenne? Ça parle du Portugal, mais ça parle de ce que nous vivons aujourd'hui en Europe. C'est du Oui. théâtre européen. Là, mon ressenti, c'est plutôt celui de, aussi lui, un Nobel de la littérature, dès qu'aujourd'hui on aura la nouvelle à propos de ça. Garcia Marquez, écrivain colombien, qui disait j'ai toujours du mal à écrire quelque chose d'universel, mais quand moi j'ai écrit sur mon petit village en Colombie avec des mots de dialecte que je trouve et des personnages que je trouve que personne jamais va comprendre parce qu'elles sont tellement locales, c'est là où j'ai des réactions des lecteurs, de plus d'identification, où je me rends compte que ces histoires locales, ces miniatures tellement cachées dans mon expérience à moi, c'est là où je suis le plus universel. Et moi, je crois profondément à ça. Je pense que c'est les histoires ancrées sur une réalité très locale qui parle au monde. Et là, je pense qu'avec Catarina, effectivement, je essayais de raconter une histoire complètement portugaise parce que je croyais que ça, c'était la façon de raconter une histoire européenne, et pas seulement européenne, mais très européenne. Celle d'une mémoire du fascisme, une mémoire de l'antifascisme, une mémoire des dictatures du XXe siècle, des totalitarismes du XXe siècle, et cet exercice de mémoire comme un tremplin pour l'avenir et pour, dans le cas de Catarina, une dystopie qui dit que l'extrême droite en 2028 sera majoritaire à l'Assemblée au Portugal, va former un gouvernement et va changer la Constitution, ce qui veut dire à la longue la fin de la démocratie au Portugal. Mais cette dystopie aussi, à ce moment-là, aujourd'hui, comme exercice de mémoire, parce qu'elle est basée sur une connaissance en étude du passé, mais aussi une dystopie pour que le pessimisme est là dans le théâtre aujourd'hui, pour qu'on puisse préserver notre optimisme dans les rues. Quelle est la phrase clé de cette pièce pour vous? Ah, il y a tellement de phrases. Moi, je trouve, il y a une phrase qui me touche énormément. C'est une phrase de Catarina, la fille qui a des doutes et qui, à un moment donné, quand elle discute avec la mère, elle dit peut-être on devrait dialoguer plus. La mère dit avec qui les fascistes? On ne peut pas dialoguer avec les fascistes. Et elle répond non, avec les gens qui votent Vote pour les fascistes. C'est une pièce effectivement aussi sur le doute et sur le pouvoir des mots. C'est pas la première, c'était déjà le cas autrement plus poétiquement dans By Heart, aussi sur cette autre pièce intitulée Bovary qui revenait sur l'affaire et qui était à sa manière aussi un geste politique dans toutes ces pièces. Vous réhabilitez les mots, la littérature, leur pouvoir contre l'oubli pour faire fonctionner les mémoires avec des mots qui viennent se nicher le plus souvent au plus profond des êtres et qu'il faut aller chercher. Vous pensez que la culture est un combat, que le théâtre est un manifeste aussi? Je pense que le théâtre que je veux faire, le théâtre que j'écris, que je mets en scène, que je joue, est un théâtre où je ne peux pas mettre de côté le citoyen que je suis. Et la personne engagée aussi politiquement. Je crois à un théâtre qui marie le politique et l'intime. Ça, c'est très important pour moi. Alors, quand on parle de manifeste, c'est aussi un manifeste intime, un manifeste d'amour personnel, familial parfois. Mais cette dimension, elle est nécessaire pour moi en tant qu'artiste, alors qu'en tant que spectateur ou en tant que, par exemple, directeur de maison ou dans ce cas-là, à présent, du Festival d'Avignon, je me bats avec intransigeance pour une idée de liberté artistique qui n'oblige aucun artiste à un engagement politique. Je pense qu'il y a une dimension politique du théâtre qui est inévitable comme assemblée humaine. La nature même du théâtre est très politique. Et en même temps, je ne crois pas que c'est de l'action politique. Je crois que ça peut être une antichambre d'une action politique, mais c'est voilà. C'est une aussi pièce, un art, tout simplement, avec une pièce où on dimension réfléchit, esthétique. où on se pose des questions, mais surtout, je défends avec beaucoup d'intransigeance le fait qu'un autre artiste
une autre artiste peut penser complètement opposé à cette vision que moi j'ai du théâtre. Et parfois je suis confronté à une définition de théâtre, je dis qu'il est. Il fait partie de l'expérience humaine. Après, chaque d'entre nous qui faisons du théâtre ou qui allons au théâtre, nous cherchons notre fonction à nous. Mais le théâtre, il est comme le langage, comme les langues, comme le besoin d'affection, le besoin d'amour. C'est une partie inévitable de l'expérience humaine. Mais d'ailleurs, cette pièce Katharina est aussi une invitation à penser contre soi-même par la dialectique même. Et vous l'évoquiez dans cet échange entre la mère et la jeune Katharina. Le metteur en scène et dramaturge Thiago Rodrigues est notre invité jusqu'à 13h30 aujourd'hui. France Culture, bienvenue au club. Black and been here since 1949. West London jaw grind, take it easy. We saw him, you saw him, walking along the canal last night. And what a joy to buck up upon him at the carnival today. To hear him speak about the dances and the bands at the Paramount. The spots you couldn't mix with white in or dance in. Remembering London. How we been slapped so hard with the lash. Sam Salvon say. And it take him 60 years before he could call England black and white, 1959, time longer than twine. So long ago, he don't remember being a child. Just a suit and steamer trunk upon a ship which took a good 6 weeks to cruise. We sat at his kitchen table, and I filmed him on the sly, but he wasn't saying much. At least nothing I could put in a poem. Instead, he showed me photographs. With the dashiki and the fez with Michael X at the ambience. Yeah. Outside the night came in, and we had moved so far away from calling England home. Le musicien et poète originaire de Trinidad, Anthony Joseph, il sera en concert avec sa formation de jazz au New Morning, ce sera le 13 et bienvenue à lui, bienvenue au club ainsi qu'à notre invité aujourd'hui, invité et spécial puisqu'il sera avec nous sur la deuxième partie de l'émission dans le Book Club rejoint par son éditeur François Berreur, le metteur en scène et dramaturge Thiago Rodrigues. Je vous le disais en ouverture d'émission, il fait tout, l'écriture, la mise en scène, la direction d'un théâtre et bientôt, ou déjà maintenant, celle d'un festival, le Festival d'Avignon. Vous étiez, Thiago Rodrigues, on le disait, à la tête du Théâtre National Dona Maria de Lisbonne. On imagine que là, vous avez beaucoup appris de leçons, notamment via cette expérience sur comment diriger une grande institution. Vous allez maintenant prendre la tête du Festival d'Avignon. Et à Avignon, l'été dernier, vous étiez là plutôt en observateur. C'était la dernière édition d'Olivier Pic et il l'avait placé sous le signe du récit. Ce mot récit, il résonne avec le réel pour vous ou est-ce qu'il vous projette tout de suite dans un univers de fiction ?
Non, pour moi, ce mot récit, c'est cette frontière entre le réel et la fiction. Parce que le réel, lui aussi, il est une architecture de récit. Et nous, au théâtre, à travers le récit, nous faisons un chemin à la frontière entre le réel et la fiction. Et aussi parce que moi, je comprends le moment du théâtre, le moment du spectacle, comme un moment de vie souligné. Je ne le comprends pas comme quelque chose à côté de la vie, mais un moment où la vie est soulignée, où ce qui se passe est encore plus vivant que la vraie vie, disons. Alors, pour moi, cette idée de récit qui est très présent dans mon travail artistique est bien sûr aussi une façon que j'utilise pour regarder du théâtre, pour chercher du théâtre. Et je pense que le Festival d'Avignon, il est cette fête par nature, cette parenthèse enchantée d'été par nature où les récits sont au centre de l'expérience du spectateur, sont au centre de cette ville vibrante. Vous êtes en train d'allonger vos réponses parce que vous voyez que le temps passe et vous savez bien que je vais vous demander quelques infos sur votre première programmation, la pièce d'ouverture, la pièce de clôture. Et je sais bien aussi que vous allez botter en touche, hein. Vous me prenez comme beaucoup plus stratégique que ce que je suis. Je suis plus naïf que ça. J'ai essayé le point final de ma réponse pour que ça ait un peu de sens. C'est pour ça que les réponses sont parfois un peu longues. C'est que je cherche à produire quelque chose avec un peu de substance. Et j'ai besoin de parler beaucoup pour qu'une phrase peut-être au bénéfice de ceux qui nous entendent. Récit, le mot est déjà pris par Olivier Pic. Quel sera le mot d'ordre de cette prochaine et première édition pour vous? Vous l'avez déjà? Moi, je voudrais interpréter cette partition qu'est le Festival d'Avignon avec son histoire, sans nécessairement proposer des mots d'ordre, mais en essayant de faire émerger ces fils rouges, ces idées, de ce qui est l'assemblage de plusieurs propositions de plusieurs artistes. On commence à voir émerger des idées qui traversent peut-être la prochaine édition du Festival d'Avignon, mais je pense que une idée de liberté artistique, une idée d'échange et de café lumineux pour l'Europe est très profondément une des propositions qu'on a à faire au public avignonnais en juillet 23. Merci beaucoup. Sébastien Thème, bonjour. Bonjour Olivia. Le Book Club du jour. Oui, aujourd'hui, c'est le grand jour. L'annonce du prix Nobel de littérature dans quelques minutes à 13h. Chers auditeurs, chères auditrices, on a recensé vos paris quant au nouveau Nobel et vous pouvez continuer à y réfléchir via le hashtag Book Club Culture, Olivia. Merci, à tout de suite. À tout de suite. Ne bougez pas, Thiago Rodriguez, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes.